Bonjour tout le monde, ici Éric Grenier avec Philippe J. Fournier pour ce nouvel épisode du balado Les Chiffres. Philippe, on a 2 semaines qui nous restent dans cette campagne électorale. Comment ça va? Ça va très bien, très content de te voir ce matin, Eric. Bonjour tout le monde. En effet, 2 semaines et 2 jours, donc nous sommes samedi le 12 avril. Je ne sais pas vraiment quoi penser à ce point-ci de la campagne. Les chiffres ont fluctué, Eric, mais ils n'ont vraiment pas bougé tant que ça dans la dernière semaine. Et bien sûr, nous devons faire attention de ne pas suranalyser du bruit statistique, mais on dirait vraiment que l'opinion de bien des Canadiens semble figée, et un peu la même chose au Québec aussi. Mais regardons les derniers chiffres de la semaine, et j'ai pensé que peut-être toi et moi, on pourrait discuter de nos projections dans quelques circonscriptions, et on devrait commencer par ça. Qu'en dis-tu? Oui, je pense que oui. Mais c'est vrai, c'est comme les dernières 2 semaines, on n'a pas vu beaucoup de changements dans les sondages. Tout le mouvement était dans la Ouais, première semaine de la campagne, mais maintenant, les 2 dernières semaines, c'est assez stable. ouais, Ça va être une semaine qui va être assez mouvementée parce qu'on ouais, on va avoir les 2 débats. Mais on ne sait pas si ça va vraiment changer la donne ou non. On a vu dans le passé des débats qui n'ont pas changé beaucoup. Parce que des fois, seule chose qu'un débat fait, c'est de confirmer ce que ouais. les gens pensent déjà. Donc on ne sait pas si ça va être des débats qu'on va qui va être comme des débats historiques ou est-ce que ça va être des débats plates? On ne sait pas encore. Mais qu'est-ce que... Ben, si on, si Toi, si tu as misé sur quelque chose, est-ce que ça va être intéressant ou non? Je veux pas être un cynique ici, Eric. Je Hmm. pense que c'est toi le cynique entre nous deux. Mais, Ah. mais non, mais pour vrai, généralement, les débats ne changent pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Hmm. On a eu, particulièrement les débats en français dans les dernières années. On se rappelle du débat TVA avec Andrew Scheer en 2019, où il avait été mis dans un coin dès le début et ça avait complètement changé la campagne, surtout au Québec. En 2021, en français, j'ai des souvenirs que ça s'était bien passé tout de même pour Justin Trudeau qui avait perdu du terrain depuis le début de cette campagne-là. Mais j'ai hâte de voir le débat parce que ça m'intéresse, parce que toi et moi sommes des nerds de politique, mais j'ai aussi hâte de voir les chiffres le week-end prochain, Ouais. vendredi, samedi, dimanche, lorsque l'effet des débats va être rentré dans l'opinion publique. Mais c'est aussi possible que ça ne change absolument rien. Hmm. La question de l'urne, nous avons eu des sondages cette semaine, un qui a été publié par La Presse et le Globe and Mail. C'était un sondage Nanos qui était en dehors du sondage en continu de Nanos et qui montrait que la question de l'urne était, on n'est pas vraiment surpris, comment gérer l'administration américaine, mais que cette question-là avait augmenté de 12 points depuis le début de la campagne et c'était encore plus fort au Québec. Hmm. Donc, c'était autour de 50% la question de l'urne, comment gérer l'administration américaine. L'économie était au deuxième rang avec 25%. Et ensuite, environnement, immigration, santé, tout ça, c'était des miettes au travers. Des miettes par la suite. Et donc, je pense que quand on dit la question de l'urne, c'est comment gérer les Américains, je pense que on n'exagère pas quand on dit vraiment c'est ce qui est dans la tête et dans l'esprit et c'est ce qui inquiète les Québécois, les Canadiens dans cette campagne et tout le reste passe un peu dans le beurre, comme on dit en bon québécois. Et on a vu dans tous les sondages que sur cette question-là, Carney a un avantage Oui. assez énorme sur Pierre Poilievre. Donc, je pense pas qu'on est dans une campagne où ça pourrait changer, sauf si quelque chose arrive au débat. Et c'est toujours possible. On sait C'est que toujours possible. euh, Patrice Roy est un animateur qui est assez habile, donc je Oui. pense que ça va être au moins un peu intéressant. Peut-être plus que le débat en anglais, des fois, mais on verra, on verra. Ben, je veux dire, Steve Bacon, je veux dire, est un bon modérateur dans le passé. Je l'ai déjà vu animer des débats. Il n'était pas modérateur des débats en Ontario. Oui, il Je est veux dire, toujours, ouais. il a de l'expérience. Oui, Patrice ouais. Roy, je sais qu'il aime ça quand ça brasse un peu. Il l'a déjà dit des fois, il faut qu'il se pogne les chefs, là. Mais j'ai hâte de voir, encore une fois, il y a seulement 2 francophones. Je sais que M. Poilievre est excellent en français, donc le français ne sera pas une barrière.
Mais il reste tout de même que, 12 francophones, bien sûr, je compte le co-chef du Parti vert, là-dedans, M. Penneau. Ouais. Mais il reste que les yeux vont être rivés vers Mark Carney. Et Mark Carney ne parle pas rapidement, il ne parle pas avec passion, quand il parle français, on voit qu'il connaît les mots, il a le vocabulaire, mais il n'a pas le rythme, il n'est pas confortable, clairement, en français, même s'il comprend ce qui se passe autour de lui. Alors, ça pourrait être un débat un peu soporifique si on voit que le rythme est vraiment lent, n'est-ce pas? Sauf que je me demande après ça, je dis, OK, si le débat est plate, et si le débat est sans histoire, est-ce que c'est une victoire pour le PLC? Je veux dire, un match nul pour le PLC au débat n'est pas un mauvais résultat. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Et je pense aussi que les Québécois, les Canadiens, ils pensent déjà que Mark Carney est un peu plate. Donc, c'est ça, exact. C'est pas une les surprise. attentes, je pense qu'on serait assez basses. Donc, OK, peut-être on peut commencer avec nos projections Ouais. au niveau national, fédéral. Moi, en ce moment, ce matin, j'ai 44% pour les libéraux, 37,5% pour les conservateurs, 8% pour les néo-démocrates, et ça donne 198 sièges aux libéraux, Wow. 121 aux conservateurs, 18 au Bloc et 5 au NPD. J'ai quelque chose de similaire, mais il va falloir qu'on se chicane, toi et moi, parce que moi, j'ai 197 pour les libéraux. Clairement, Hey, tu es dans le champ. 117 sièges en moyenne pour les conservateurs. J'ai 19 blocs, 8 NPD. J'ai 2 verts. Ça, OK. mais Moi, on a eu des juste sondages plus locaux. Bien sûr, c'était des sondages commandés par le Parti vert, mais aussi, j'ai remarqué qu'en Colombie-Britannique, on dirait que on avait eu des sondages pour le Parti vert en Colombie-Britannique qui étaient de 2-3%, mais j'ai vu cette semaine plus des 6 et des 7. Est-ce que ça veut dire que Mme May, dans son comté c'est quoi déjà? Saanich Gulf Islands. Saanich Gulf Islands, c'est bien ça. Est-ce que c'est mieux? Je veux dire, je prévois encore un comté pivot. Mais bon, bref, on verra. Quels sont tes chiffres au Québec présentement, Éric? Au Québec, c'est 43% pour les libéraux, 23% pour les conservateurs et le Bloc québécois, Wow. 6% pour les néo-démocrates. Et côté des sièges, c'est 45 pour les libéraux, 18 pour le Bloc, 14 pour les conservateurs et 1 pour les néo-démocrates. OK. Moi, j'ai 46 sièges libéraux, 19 blocs, 12 conservateurs, 1 NPD, mais maintenant, le 1 NPD, 1 à 2. L'intervalle de confiance a doublé, n'est-ce pas? C'est plus 1-1, maintenant c'est 1-2. Parlons-en justement de Berthier-Masquinongé. Je veux dire, évidemment, nous n'avons pas eu de données locales. Mais j'ai pris le temps de regarder justement les résultats locaux de cette élection en Berthier-Masquinongé. Bon, bien sûr, 2011, la vague orange. 2015, Mme Ruth-Hélène Brosseau a réussi à garder son siège. 2019 et 2021, elle s'est fait battre, mais par de petites marges. Et elle avait généralement gardé son vote. Elle avait eu 20 000 votes et ensuite 18 000 votes à l'élection suivante, les 2 élections qu'elle a perdues. Si on regarde son effet personnel, je veux dire, son effet à elle, et non pas du NPD lui-même, si elle arrive à avoir 18 000 votes, comme c'était le cas en 2021, elle devrait gagner. Avec la faiblesse du Bloc au Québec et la division du vote, je veux dire, si Mme Brosseau arrive à avoir 30% dans son comté, il y a des bonnes chances qu'elle gagne. Sauf qu'évidemment, je dis ceci et je me fie à des chiffres généraux. Je ne suis pas sur le terrain et on n'a pas eu de sondage de circonscription, quoique ça serait tellement intéressant. Qu'est-ce que tu prévois dans Berthier-Masquinongé? Qu'est-ce que tu vois dans tes chiffres? C'est un comté pivot, un toss-up comme en anglais dans mon modèle, entre le Bloc et le NPD. Okay. Mais je donne l'avantage au Bloc québécois parce que le modèle pense que le résultat pour les néo-démocrates est un résultat générique. Je ne sais pas si Mme Brosseau va avoir un effet si important pour combler l'écart entre le Bloc et le NPD. Et je me demande aussi, est-ce que le vote
libéral Ouais. va rester avec les libéraux? Est-ce que ça va aller avec les néo-démocrates parce qu'ils sont mieux placés pour battre le bloc? Parce que maintenant, en mes projections, j'ai les libéraux et les néo-démocrates presque en égalité, Ouais. en deuxième place. Mais je pense que si on a vu la performance de Mme Rousseau dans le passé, probablement elle va garder beaucoup de son appui dans cette élection. Donc je pense que c'est possible c'est incroyable de dire, mais C'est incroyable. peut-être l'NPD va faire un gain. Un gain net dans cette ouais. élection, si ça arrive, et ça serait le seul, n'est-ce pas? Tu ne vois aucun gain nulle part ailleurs Non. pour le NPD, n'est-ce Non. pas? Je veux dire, les chiffres qu'on a, même, on a eu des chiffres de Toronto et de la couronne de Toronto cette semaine, et c'était désastreux pour le NPD. Donc, on va revenir à ça. Je veux dire, je vais discuter avec des sondeurs cette semaine pour voir si... tenter le pouls pour voir si peut-être des données locales seraient disponibles. Mais ce que tu as dit, c'est la clé. Et là, on ne passera pas 10 minutes sur Berthier-Masquinongé, là, mais quand même. Mais il reste que c'est un comté qu'on va surveiller le soir d'élection. Et si les électeurs qui étaient prêts à prêter leur vote aux libéraux dans cette circonscription-là pour battre le bloc, s'ils se rangent derrière Mme Brosseau, elle va gagner. Ouais. C'est juste que je sais que le NPD et les libéraux, la relation n'est pas toujours très rose, n'est-ce pas? Surtout dans les derniers mois. Alors, reste à voir. Éric, je voulais te poser la question. Justement, ta projection en vote, 43, 23, 23. C'est très près du sondage léger que nous avons eu cette semaine. Et là, je l'avais juste ici, le sondage léger qui disait 42 libérales, 23 conservateurs, 23 blocs au Québec, avec un bon sous-échantillon quand même, 368 répondants. Le NPD à 5, donc ça veut dire la moitié des appuis de l'élection. Donc c'est pour ça que si Mme Brosseau l'emporte, c'est pas parce que le NPD va bien et que Jack Meeting est très populaire au Québec. Cependant, il reste que j'ai un inconfort encore une fois avec ces chiffres. Et peut-être que c'est à cause qu'ils sont tellement différents de ce qu'on nous a habitués que avec ces chiffres-là, j'ai des sièges qui tombent aux libéraux qui me semblent tellement, mais tellement pas libéraux. J'ai la pointe de l'île, Éric. La pointe de l'île, ça c'est Pointe-aux-Trembles, c'est la pointe est de l'île de Montréal. Mario Beaulieu du Bloc québécois. C'est un comté pivot dans mon modèle et on dirait que je n'arrive pas à enregistrer cette donnée-là tellement j'ai de la misère à y croire. Je veux dire, C'était une des sièges que le Bloc a gagné en 2011. Non. Non, je pense que peut-être c'était non. NPD, ça. On va vérifier quand même. Ah oui, ok, oui. Mais non, c'est... Excuse-moi, c'était Maria Mourani sur l'île de Montréal qui a gagné. Et je pense c'était que là, c'est ça, exact. Ouais, ok, non. Mais Excusez-moi, il y a des comtés comme ça. Il y a des comtés comme ça qui me rendent vraiment inconfortable. Et en effet, le seul bloc, c'était Maria Mourani à Huntsic. La pointe de l'île est allée à Eve Peclet du NPD. 48%. Ah ouais, ok. 48% pour le NPD sur la pointe de l'île. Quelle élection. Maintenant, je donne 6% au NPD. Le point de l'île. Mais moi aussi, c'est un comté pivot. Wow. Et même c'est un comté pivot qui a l'avantage des libéraux. Incroyable. C'est incroyable. Mais on a vu, il y avait le sondage d'Angus Reid Institute qui a donné plus de 50% du vote aux libéraux à Montréal. Ouais. C'était pas clair pour moi si c'est l'île de Montréal, si c'est la grande région de Montréal. Mais quand même, c'est beaucoup du vote. Le bloc était, je crois, à 23-24%. Mais oui, avec des chiffres comme ça, je pense que c'est possible que les libéraux vont avoir un balayage sur l'île de Montréal, sauf Rosemont-la-Petite-Patrie. Mais oui, moi aussi, c'est un comté où le bloc devrait être sur le défensif. Incroyable. Je regarde ma carte présentement, parce qu'encore une fois, je vois des comtés qui sont roses, donc qui penchent vers les libéraux, mais qui sont toujours considérés comme des pivots dans le modèle. Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Saint-Jean. La Prairie Atataken. Je veux dire, c'est des comtés dans les couronnes de Montréal qui sont massivement francophones, des comtés banlieusards, des comtés que le Bloc avait remportés par des marges intéressantes. Mais encore une fois, si le Bloc est bel et bien à 22-23 au Québec,
et non pas à 32. Ça veut dire qu'il va subir des pertes. C'est juste inconfortable de regarder la carte et de faire dis-moi, au Québec, je vais te demander une autre circonscription. Okay. La Gaspésie. Ah, la Gaspésie. La Gaspésie, je sais que tu aimes beaucoup. Et on avait mentionné dans un balado précédent comment est-ce que le comté, la circonscription de la Gaspésie, qui s'appelle maintenant Gaspésie, les îles-de-la-Madeleine, Listigouge, avait été vraiment charcutée. Elle a été redécoupée pour prendre une plus grande partie du bas du fleuve, où le Bloc québécois avait bien performé. Et donc, lorsqu'on faisait le redécoupage de la carte avec les données transposées de 2021, la Gaspésie devenait bloquiste. Mais avec les chiffres qu'on voit présentement, la Gaspésie devrait demeurer rouge. Est-ce que je me trompe? Non. Même si on a vu ce changement dans la carte électorale, il y avait toujours un bon base pour les libéraux en Gaspésie. Donc oui, je pense que c'est un comté qui devrait rester avec Mme Le Boutillier. Oui, je pense que ça va être probablement le seul comté libéral à l'est de Québec. Je pense pas qu'ils ont vraiment des chances dans les comtés dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou à Rimouski, mais oui, on a vu, parce que l'ancien comté qui a disparu de la carte, c'était Avignon, L'Amétis, Matane, Matapédia. Exact, oui, bonne mémoire. Et ça inclut comme... c'était un comté qui était gagné par le Bloc et ça inclut un peu le comté de Pascal Bérubé. Exact, aussi. Matane. Donc, on sait qu'il y a un base souverainiste dans ce coin-là. Mais maintenant, c'est avec Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Listigouge. Et je pense pas que ça va faire assez pour donner le Bloc l'avantage dans ce siège-là. Je pense que le Bloc va toujours gagner Rimouski, la Matapédia. Je pense que ça va rester avec le Bloc. Ça serait étonnant. Mais non, je pense que oui, les libéraux sont les favoris en Gaspésie. Est-ce qu'il te reste des sièges bloquistes à Québec? Bien sûr, bon, on sait que Québec, c'était un petit mix, n'est-ce pas? Les libéraux ont 2 sièges à Québec, Québec-Centre et Louis-Hébert. Les couronnes de Québec sont bleu foncé conservateurs et par des marges assez importantes, on doit le dire. On regarde Louis-Saint-Laurent, Charlebourg, Ronde-Saint-Charles, Bellechasse, Lac-Chemin-Lévis. Les comtés dans les couronnes de Québec devraient demeurer conservateurs, je serais vraiment étonné. Mais le Bloc avait remporté 2 comtés. Et bien sûr, la carte a été charcutée, mais c'est Beauport-Limoilou et l'autre Montmorency-Charlevoix. Dans Beauport-Limoilou, le Bloc l'a remporté, comme j'ai dit, mais en deuxième place, c'était les conservateurs pas très loin. Pour ceux qui connaissent un peu la région de Québec, Limoilou et Beauport, c'est des démographies et des électeurs qui sont bien différents, mais ils sont collés ensemble dans la même circonscription. Et à Limoilou, c'était plus bloquiste, à Beauport, c'était plus conservateur. Qu'est-ce que tu vois présentement dans la région de Québec? Selon mon modèle, c'est les conservateurs qui sont le favori. C'est les libéraux qui sont maintenant en deuxième place. Wow. Pour moi, le Bloc québécois est assez loin en troisième. Et parce qu'on a vu que le vote pour les conservateurs est plus élevé que la dernière fois. Ouais. Donc, je pense que les conservateurs vont faire des gains au Québec. Et Beauport-Limoilou, c'est probablement premier, deuxième sur la liste. Et dans l'autre comté, Montmorency, Charlevoix, c'est les conservateurs dans mon modèle qui sont les favoris. Le Bloc en deuxième place. Oui. Mais moi, je donne une avance aux conservateurs de 13 points dans ce comté-là. Oh, wow! OK. En fait, je dis wow, moi j'ai 10 points. Donc, on est dans la même marge. Mais il reste que c'est quand même étonnant parce que c'est encore une fois, c'est une région, tu sais, Montmorency-Charlevoix, c'est maintenant un vaste comté qui s'étire jusqu'au Saguenay, finalement. Le Saguenay a ses propres circonscriptions, mais c'est vraiment un vaste comté qui longe le fleuve vers le nord, vers l'est. Qu'est-ce que tu as à Trois-Rivières? Je peux te dire que Trois-Rivières, ça fait partie aussi des circonscriptions qui me sont étranges. On l'a mentionné la semaine dernière. Les libéraux n'ont pas remporté Trois-Rivières au fédéral depuis 1980. J'ai les libéraux favoris présentement dans un comté pivot. Qu'est-ce que tu vois la même chose?
Moi, j'ai 35% pour les libéraux, 35% pour les conservateurs. Ouh! Et le Bloc québécois en troisième place avec 22% à Ouh. Trois-Rivières. Où Yves-François Blanchet était aujourd'hui et hier, je crois, Ok. vendredi. Donc, c'est clairement, le Bloc voit ça à un comté où il faut faire des efforts. Ouais, il faut faire des défenses. Mais je pense vraiment que ça va être un course entre les libéraux et les conservateurs. On a discuté la dernière fois. Trois-Rivières est moins bloquiste que le Québec en entier. Ouais. Et si le Bloc est à 23%, 24% dans les sondages, je pense Wow. qu'il va avoir des difficultés à Trois-Rivières. Intéressant. Fait que là, présentement, comme tu as dit, bon, tu as autour de 45 sièges pour les libéraux au Québec. Si le soir de l'élection, mon cher Éric, les votes sont comptés et qu'on voit dans les maritimes, toi et moi, je pense qu'on a des chiffres similaires. J'ai 27 sièges pour le Parti libéral. Ben, je dis les maritimes, je veux dire le Canada-Atlantique, là, les maritimes et Terre-Neuve. Si on voit bel et bien autour de 27 sièges pour les libéraux et qu'on ajoute une quarantaine de sièges pour le PLC au Québec, c'est presque inévitable par la suite que le résultat serait libéral majoritaire. Je veux dire, je regarde les chiffres par bloc de circonscription et la majorité libérale se trouve au Québec. La victoire libérale va être décidée probablement en Ontario si les chiffres se maintiennent, mais si les libéraux arrivent à bien performer au Québec, la ligne d'arrivée de 172 sièges, elle va être franchie au Québec. Absolument. Et je pense que c'est pour ça que le débat en français va être important pour Mark Carney parce que un bonus de 10 à 15 sièges au Québec, ça pourrait faire la différence entre un gouvernement majoritaire et minoritaire. Donc, si les libéraux gardent 40 sièges ou plus au Québec, probablement il va gagner cette majorité. Mais donc, ça va être quelque chose où il faut que M. Carney fait des préparations, je pense. J'ai bien hâte de voir. En fait, demain, dimanche, Mark Carney et Pierre Poilievre, séparément, vont être à Tout le monde en parle. Et c'est un rendez-vous électoral à chaque élection. Guy Lepage et son équipe invitent les chefs. Et j'ai bien hâte de voir ça. S'il commence à poser quelques questions en rafale sur la culture québécoise, sur quel type de fromage qu'on met sur la poutine, qui est le chanteur des Cowboys fringants. Je veux dire, c'est comme il pourrait poser toutes sortes de questions. C'est qui Marie-Mé? Et j'ai hâte de voir si l'équipe de Mark Carney va l'avoir préparé. On sait, c'est un anglophone qui a grandi à Edmonton, qui a été banquier toute sa vie. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui à moins qu'il nous surprenne, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui connaît très bien la culture propre au Québec. Est-ce que les gens vont s'en foutre ou est-ce qu'il va nous surprendre? Je pense que c'est ça que j'ai hâte de voir aussi. Parce que les chiffres au Québec pour les libéraux, encore une fois, sont incroyables. 20 points d'avance sur le bloc, ça me secoue encore. Mais par rapport à ça, Éric, dans le sondage léger, on demande, est-ce que votre choix est final ou est-ce que vous pouvez encore changer d'avis? Toujours une question intéressante pour mesurer la solidité du vote. À l'échelle du Canada, mon choix est final 61%. Je pourrais changer d'avis 37%. Donc, c'est encore beaucoup de gens qui pourraient changer d'avis. Mais lorsqu'on découpe les résultats par région, on voit que c'est au Québec où la fraction de gens qui disent mon choix est final est la plus basse. À 56%. Et 43% qui pourraient encore changer d'avis. C'est une bonne nouvelle pour le Bloc, ça. C'est une bonne nouvelle parce que s'il y a beaucoup de Québécois qui sont encore prêts à changer d'avis, on imagine que plusieurs d'entre eux prêtent leur vote aux libéraux présentement. Oui, ça va être intéressant de voir si les choses vont changer dans les prochaines semaines. Il reste juste 2 semaines. On a vu dans le passé, c'est possible au Québec que ça bouge en 2 semaines. Ouais. Oh oui! Ça va pas être la première fois. Oui! Oh, il faut certainement pas prendre ça pour acquis. Les derniers chiffres ont été très stables, mais ça ne prendrait pas un tremblement de terre politique pour que ça change. On sait que les électeurs québécois, on ne peut pas les prendre pour acquis. Juste une dernière chose là-dessus. Mon choix est final. Découpé par intention de vote, le vote néo-démocrate, ou plutôt ce qu'il en reste,
Seulement 45% disent que le choix est final. 54% disent qu'ils pourraient encore changer d'idée. Alors, le vote NPD, ce qu'il en reste, est encore fluide selon les données de Léger. J'ai trouvé ça intéressant. OK, on va passer aux questions Oui. des membres. On a eu beaucoup de questions, surtout en anglais, mais pour les chiffres, on a eu 3 questions qu'on va répondre. On a eu ce question de Marc Olivier. Avec la non-éligibilité de la candidature conservatrice, le Bloc a-t-il une chance dans Québec-Centre? Oui. Comment fonctionne la redistribution de vote dans vos modèles? Euh, Il n'y a pas un candidat pour le Parti conservateur au Québec-Centre. C'est le comté au centre-ville Oui. de la ville de Québec. Donc, il semblerait que ce soit juste une question de paperasse. Les documents rendus à Élections Canada n'auraient pas été conformes. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas quelque chose que je crois que... On sait pas ce qui s'est passé vraiment, mais on peut pas vraiment blâmer ça à la candidate. Est-ce que le parti n'était pas prêt? Est-ce que les gens qui ont travaillé sur le document ont fait des erreurs? Mais bon, on s'entend, Québec-Centre n'allait pas aller du côté des conservateurs. Sauf qu'il reste que on prévoyait entre 15 et 20% du vote pour le Parti conservateur dans ce comté-là. Comment je calcule? Quand il y a un candidat absent, je calcule toujours une fraction de ces gens-là qui ne vont tout simplement pas aller voter. Et ça varie de comté en comté. Je n'ai pas la réponse directement pour Marc-Olivier pour Québec-Centre, mais de mémoire, c'est environ un tiers des électeurs que je ne dis qui ne vont pas aller voter. Et après ça, je me fie au deuxième choix selon les plusieurs sondages. Et pour les deuxièmes choix du Bloc, on a vu des résultats qui divergent un peu. C'est souvent des sous-échantillons, donc les échantillons sont plus petits, mais les électeurs du Bloc, dans la région de Québec, auraient un deuxième choix qui serait divisé entre les libéraux et le Bloc. Alors, c'est comme ça que ça a été divisé, avec bien sûr le calcul que les libéraux ont un plafond. M. Duclos a remporté ces élections dans les dernières années, mais c'était jamais par des marges écrasantes. Il devait se battre pour chaque vote dans cette circonscription-là. Donc, en gros, c'est ça, on redistribue le vote. Moi, je le fais avec les deuxièmes choix. Ce qui est, je pense, pas parfait, mais au moins, je me base sur des données. Oui, moi je fais la même chose. Je pense que peut-être le Parti populaire va avoir un meilleur score à Québec. Peut-être, c'est vrai. Quelques points. Je pense que dans le contexte actuel, ça ne va pas changer beaucoup. Mais si on voit un baisse d'appui pour les libéraux et un hausse au Bloc après les débats, peut-être il va y avoir un vote anti-libéral qui était avec les conservateurs, qui pourrait aller au Bloc. Je pense que ça donne des meilleures chances au Bloc de gagner ce comté-là. Ouais. Mais je pense que quand même, les libéraux sont toujours les favoris de l'emporter. Ça serait très étonnant. Et en fait, il faut le mentionner, pendant des mois, j'avais Québec-Centre qui allait au Bloc québécois à cause de la faiblesse des libéraux, mais bien sûr, les chiffres ont chaviré, comme on l'a dit plusieurs fois. OK, Guéric demande, est-ce qu'on peut projeter avec une certaine tendance le taux de participation à une élection? Éric, je veux dire, il y a beaucoup de discussions présentement sur le vote conservateur qui est très engagé, qui est très motivé, qui est très mobilisé. Est-ce que tu crois que ça pourrait faire bouger l'aiguille quant au taux de participation? Je sais pas, Guéric a aussi mentionné que peut-être il va y avoir un groupe qui, dans le passé, n'a pas voté en grand nombre. C'est les jeunes, les jeunes hommes. Et si les conservateurs ont beaucoup d'appui parmi cette groupe-là, peut-être il va y avoir un bonus pour les conservateurs. Un peu comme on a vu pour les républicains aux États-Unis. C'est difficile à faire des projections, de faire des choses comme ça, parce que chaque fois, dans le passé, on demande les gens dans les sondages, est-ce que tu vas aller voter? Et souvent, c'est 90% qui disent oui. On sait que le taux de participation va être beaucoup plus bas que ça. Donc, je sais pas. Mais j'ai regardé récemment les performances des sondages au Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et Nouvelle-Écosse. Il n'y avait pas vraiment une sous-estimation du vote conservateur. Peut-être il y a quelque chose de différent avec Pierre Poilievre et le conservateur, le Parti conservateur du Canada. Mais on n'a pas vraiment des
des chiffres qui indiquent que c'est le Non. cas. Est-ce que les conservateurs vont surperformer les sondages? Peut-être, probablement, c'est ce qui est arrivé dans le passé. Mais est-ce que ça va être assez pour changer le résultat de cette élection? Je pense que non. Il faut le dire, si les conservateurs sont bel et bien sous-estimés dans les sondages, au national, on parle peut-être de 1 ou 2 points. On ne parle pas de 5 ou 6 points. Si c'est 5 ou 6 points, si les conservateurs, mettons qu'on a les chiffres d'aujourd'hui, on vote demain, on compte les votes, et les conservateurs obtiennent 45% du vote, ça va plonger toute l'industrie des sondages d'opinion publique dans une crise. Ouais. On va le dire, c'est pas impossible, mais mon Dieu que c'est improbable, considérant qu'on a toutes sortes de méthodologies différentes, plusieurs sondeurs qui ont un bilan des dernières élections qui a bien réussi, y compris, comme tu as dit, des élections récentes. Je veux dire, on a eu une élection en Ontario il y a 6 semaines. On dirait que ça fait déjà une éternité, n'est-ce pas? Doug Ford qui remporte une 3e majorité. Et on doit le dire, les sondages ont bien performé, mais le vote conservateur a été surestimé. Doug Ford a obtenu 43% et dans la moyenne, moi j'avais 45%. Alors, bon, le taux de participation était bas, même si les enjeux, mon Dieu, les enjeux étaient importants en Ontario avec l'industrie d'automobile qui est sous attaque. Alors, pour répondre à Guéric, je ne pense pas qu'on peut prédire le taux de participation. On peut supputer. J'imagine que ça va être élevé, mais je pense ça à chaque élection, que les gens devraient être plus engagés. Je pense que ça pourrait être entre 65 et 70%. Si c'est 70, ça serait excellent. Et pour les gens que le PCC mise sur des gens qui n'ont pas voté dans le passé, c'est très risqué de miser sur des gens qui n'ont pas voté. Parce qu'ils n'ont pas voté pour une raison. Ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas mobilisés. Donc, peut-être dans les marges, mais on ne parle pas de 5 ou 10 points ici, on parle peut-être de 1 ou 2 points. Donc, à voir. On a eu cette dernière question de Laure. Pensez-vous voir un retour des intentions du vote au bloc lorsque les médias ou commentateurs déclarent la victoire libérale inévitable, comme d'ailleurs un retour aux néo-démocrates ailleurs au Canada? Ben, c'est la clé, n'est-ce pas? En fait, c'est l'espoir des conservateurs, on ne se cachera pas. Les conservateurs souhaitent ardemment, ils ne le diront pas ouvertement, mais ils souhaitent ardemment voir le NPD remonter à 13, 14, 15, 16% et le Bloc s'approcher de 30% au Québec. Parce que, bien sûr, ça mettrait vraiment en cause la majorité. Les médias ou les commentateurs auront déclaré la victoire libérale inévitable. Je peux vous assurer, Laure, que Éric et moi ne ferons pas ça. Ce n'est pas notre style. On va parler de probabilité. Mais si on arrive le dimanche, le 27 avril, et que les libéraux mènent par 8 points sur les conservateurs, ça ne veut pas dire que c'est inévitable, mais ça veut dire qu'une victoire libérale serait fort probable. J'ai bien hâte de voir ça. Je ne pense pas que la psychologie de l'électeur dit « Ah ben, le parti pour lequel j'allais voter va sûrement gagner, fait que je vais prendre mon vote puis je vais aller d'un côté d'un potentiel perdant. » Peut-être que des cas isolés, je ne vois pas de grande tendance comme ça. Et je vois aussi dans les sondages, on a vu quelques sondages maintenant, que la majorité, ou presque la majorité des Canadiens pensent que les libéraux vont gagner. Oui, donc on le voit déjà. C'est déjà dans la psychologie de l'électorat. Et on n'a pas vu que ça a aidé le Bloc ou le NPD. Donc je ne pense pas que si on commence à parler qu'une victoire va être inévitable, que ça va changer quel que soit, parce que les gens pensent déjà que les libéraux sont les favoris, et ça n'a pas eu un effet sur les sondages. Et comme tu dis, si tu veux qu'un parti gagne, et ils sont dans une position de gagner, je ne comprends pas pourquoi tu enlèves ton vote de ce parti. Ah, mais les humains sont compliqués, Éric. Les humains sont compliqués. Oui, des fois. Donc... OK, je pense que ça va être tout pour cette semaine, Philippe. Oui, absolument. Éric, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde de nous appuyer dans ce beau projet du Balado Les Chiffres. Épisode la semaine prochaine. Oh Éric, la semaine prochaine, on va pouvoir parler des débats et des chiffres post-débat. Donc j'ai bien hâte. Merci beaucoup tout le monde.